En 2019, un chercheur a littéralement dû emprunter le système de classification biologique de la faune terrestre pour cataloguer des lignes de code mathématiques. Ouais, c'est ça, juste des maths. Plus de 400 espèces numériques découvertes, et elles sont rigoureusement réparties en familles, en ordre, avec des créatures capables de ramper, de guérir, de muter, et même de se dévorer entre elles. C'est complètement fou, surtout quand on sait que personne ne les a programmés pour faire ça. Mais vraiment. Et c'est justement la mission de notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Salut à tous, je suis ravie de vous embarquer dans cette exploration. On plonge dans l'étude scientifique révolutionnaire de Bert Wang-Chak Chan, intitulée Lenya, Biology of Artificial Life. Salut. Et ouais, c'est une étude qui redéfinit totalement ce qu'on considère comme vivant, en fait. Exactement. L'objectif, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment des règles mathématiques hyper simples, une fois qu'on les rend, disons, fluides, peuvent donner naissance à un écosystème entier. Et c'est un sujet parfait pour notre public. Si on s'intéresse un peu à la théorie de la complexité ou aux origines de la vie, cette recherche, elle déconstruit complètement la frontière entre la biologie organique, un peu désordonnée, et l'informatique pure. Ouais, on sort du cliché de la machine froide et déterministe. Mais pour bien capter l'innovation de ce système, l'ENIA, il faut d'abord regarder ce qui existait avant, les chaînes qu'elle vient briser en quelque sorte. Tout à fait. Et là, on est obligé de parler des automates cellulaires classiques, surtout le célèbre jeu de la vie de John Conway. Inventé dans les années 70, c'est ça? C'est ça. Conway a prouvé qu'avec des règles vraiment basiques sur une grille, on pouvait obtenir des motifs visuels complexes. Mais le système de Conway a un défaut fondamental. C'est son architecture spatio-temporelle. La fameuse grille rigide. C'est un monde qui est fondamentalement saccadé, quoi. Ouais, exactement. Le temps avance par à-coups. Tic-tac, comme une vieille horloge. Et l'espace, c'est une prison. C'est des cases parfaitement carrées, comme un vieil échiquier 8 bits. L'état d'une cellule est limité à du binaire strict, soit allumé, soit éteint. 0 ou 1, vivant ou mort. C'est très mécanique. C'est ça. Du coup, l'émergence de la vie y est bridée géométriquement. C'est un peu comme si on essayait de modéliser la dynamique des océans en utilisant uniquement des gros blocs de Lego. Il voulait une vraie biologie artificielle, donc il a créé l'ENIA. L'ENIA, qui vient du latin lenis, si je ne me trompe pas, qui veut dire doux ou lisse. C'est bien ça. Il a pris ce concept d'automate cellulaire et il a appliqué une généralisation mathématique continue. Donc l'espace, c'est plus du tout une grille, c'est un champ continu. Le temps s'écoule de manière fluide au lieu de sauter d'une étape à l'autre. Voilà. Et surtout, la grosse révolution, l'état d'une cellule n'est plus confiné à des 0 et des 1. On passe au nombre réel. Ouais, les fractions. Une cellule peut avoir un niveau d'activation de 12% ou de 87,4%. L'échiquier mécanique pour la dynamique des fluides, au lieu de voir des pixels qui sautent d'une case à l'autre, on a ces espèces de champs d'influence qui se chevauchent. Exactement. Dont l'intensité se dissipe graduellement avec la distance. Pense à des ondes sonores ou des champs gravitationnels. C'est organique. C'est un saut conceptuel énorme. La cellule ne regarde plus juste les 8 cases autour d'elle, mais des anneaux concentriques. Et dès qu'on lâche ces équations dans l'ordinateur, ça devient une boîte de pétri bourdonnante d'activité. Bourdonnante, le mot est faible. L'étude de champs documente l'émergence d'un vrai zoo numérique. C'est là qu'on arrive aux 400 espèces. C'est tellement vaste qu'il a dû utiliser la nomenclature binomiale de Linné, comme en vraie biologie. Ouais, il a créé le domaine Simulata, le Règne Automata et le phylum Lenia. Et les créatures ont des noms incroyables. J'adore ça. On a l'orbium, par exemple. Sur les vidéos, ça ressemble littéralement à une cellule eucaryote, avec un noyau au milieu et une membrane autour. Et c'est pas juste visuel. T'as aussi le scutium, qui a une sorte de bouclier dense à l'avant. Ou la famille des Paraptera, avec des protubérances qui bougent comme des nageoires ou des ailes. Des ailes mathématiques, c'est fou. Shirley Chan retrace même une ligne évolutive qu'il appelle la phylogénie du planeur. En gros, le petit motif rigide et angulaire des années 70, le fameux glider de Conway, eh bien, on trouve son descendant continu dans l'ENIA. Donc la structure s'est arrondie, elle a gagné en complexité grâce à l'espace continu. Elle a même acquis des organes internes virtuels. C'est exactement ça. Elle est devenue le succutium. La continuité spatiale a permis une sophistication qui était tout simplement impossible sur une grille avec des 0 et des 1. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Quand on parle d'ailes, de boucliers, d'espèces, est-ce qu'on n'est pas en plein anthropomorphisme, là? Ah, la fameuse pareidolie. Bah oui, notre cerveau est câblé pour voir des visailles dans les nuages. Est-ce qu'on ne projette pas notre propre biologie terrestre sur de simples amas de valeurs mathématiques qui fluctuent sur un écran?
C'est une critique super valide. Et le scepticisme est hyper important ici. Mais l'analyse comportementale de Lenya prouve que l'analogie va beaucoup plus loin que la simple cosmétique. Comment ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est, disons, vivant? Ces amas mathématiques remplissent des critères vraiment stricts. D'abord, il y a l'auto-organisation ou la morphogénèse. Donc ils s'assemblent tout seuls à partir du chaos. Ouais. À partir d'une soupe initiale aléatoire, ils prennent forme. Ensuite, ils montrent une homéostasie. Ils régulent activement leur propre forme face aux perturbations. Ils ont même une anatomie interne, si j'ai bien compris l'étude. Chand parle de vacuoles, ces espaces vides stabilisés au sein de la créature, et d'éléments métamériques, comme la segmentation qu'on voit chez un ver de terre. Tout à fait. Mais le truc qui cloue le bec à l'argument de la pareidolie, c'est la motilité. Ces machins naviguent activement dans leur monde. Ils se déplacent, et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe génial. Ils bougent, mais ils n'ont ni muscles, ni flagelles, ni système nerveux pour coordonner tout ça. D'où vient la force motrice? La réponse est purement géométrique. C'est l'hypothèse de stabilité-motilité de champ. En gros, c'est la forme physique intime de la créature qui dicte comment elle bouge. Et tout repose sur la symétrie. C'est hyper intéressant. Si on traduit ça, ça veut dire qu'une symétrie parfaite, en fait, c'est une prison. Exactement. Si on imagine une toupie parfaite super bien usinée qui tourne sur la table, elle déborde d'énergie cinétique, mais elle reste désespérément clouée au même endroit, parce qu'il n'y a pas d'asymétrie pour créer une force directionnelle. C'est la métaphore parfaite. Et c'est ce qui régit les espèces à symétrie radiale dans l'Enya. La famille des Radidae, par exemple. Oui, ils sont ronds, quoi. Voilà. Leur masse est parfaitement équilibrée sur tous les axes. Du coup, le champ de potentiel qu'elles génèrent est pile au centre de leur masse. Mathématiquement, le résultat est sans appel. Elles sont ultra stables, mais stationnaires. Ou alors, elles tournent sur elles-mêmes. Donc, pour avoir un mouvement qui va quelque part, un mouvement rectiligne, il faut introduire un défaut fondamental dans la structure. Ouais, un balourd. Pense à une voiture avec des roues asymétriques ou un objet beaucoup trop lourd à l'avant. Ce déséquilibre constant force le système à basculer. Une chute perpétuelle. Et dans l'ENIA, ça se traduit comment? Ça se traduit par une symétrie bilatérale, donc la gauche et la droite sont pareilles, mais couplées à une asymétrie longitudinale. L'avant et l'arrière sont différents. Comme la famille des scutidés. C'est ça. Le centre du champ de potentiel mathématique qu'elles projettent se retrouve légèrement décalé par rapport à leur centre de masse physique. L'organisme court après son propre centre d'équilibre, en permanence. C'est littéralement la définition de la marche chez nous, les humains. On chute vers l'avant et on se rattrape à chaque pas. Sauf que là, c'est un gradient d'équation différentielle qui tire l'espèce de petite flaque mathématique à travers l'écran. Et cette biomécanique numérique crée des allures bien distinctes, ce que Chan appelle les gates en anglais. Selon la répartition de cette asymétrie, certaines espèces glissent de manière fluide, d'autres avancent par petites impulsions rythmées et certaines zigzaguent. Mais tout ça, ça amène à une question sur l'environnement. Ces créatures, elles glissent, elles zigzaguent, très bien, mais dans quoi? C'est pas de l'eau. Non, c'est un océan de variables. Et c'est là qu'on aborde l'outil le plus fascinant de la publication, la carte mu-sigma. La fameuse carte. C'est un peu la cartographie écologique de cet univers. C'est ça. Cette carte définit la physique locale. Le paramètre mu, pour faire simple, c'est le centre de croissance. C'est la valeur idéale pour qu'une structure prospère. Et sigma, c'est la largeur de cette fenêtre, sa tolérance. Et donc, si on bidouille ces deux petits paramètres microscopiques, tout l'univers change. L'étude montre 4 grands paysages sur cette carte mu-sigma, non? Ouais. Si tu pousses les paramètres trop loin d'un côté, tu as le désert. Rien ne peut s'activer, c'est la mort thermique immédiate. Le vide. Et de l'autre côté du spectre, si la fenêtre de croissance est trop large, Là, tu tombes dans la forêt. C'est un paysage saturé, plein de bruit et de fractales chaotiques. Aucune structure individuelle ne peut survivre là-dedans. C'est trop instable. et entre les deux, on a la savane, un monde avec des motifs réguliers, mais qui sont figés. Il ne se passe pas grand-chose. Exact. Mais la vie, la vraie vie de l'Enya, complexe, mobile, autonome, elle n'existe que dans le 4e paysage. Chan appelle ça la rivière. La rivière, c'est très poétique. C'est une toute petite bande sinueuse sur la carte, pile à la frontière entre l'ordre stérile de la savane et le chaos total de la forêt. La fameuse transition de phase. C'est la zone du déséquilibre constant. L'entropie est suffisante pour créer de l'innovation morphologique, mais les règles sont assez strictes pour maintenir l'intégrité de la créature. Et c'est dans cette rivière que se passe un truc qui frôle la science-fiction, leur résilience.
Parce qu'on est d'accord, à la plupart des programmes informatiques, c'est hyper fragile. Tu changes un point virgule et tout plante. Ouais, l'écran bleu de la mort. Mais dans l'ENIA, c'est l'inverse. Les créatures cicatrices. Elle cicatrice un. Mais comment un algorithme cicatrice? C'est dû à ce que Chan appelle l'hypothèse de résonance du noyau. En gros, le champ de potentiel agit comme un moule invisible. La masse crée ce potentiel. Et à la milliseconde d'après, ce potentiel redicte où doit aller la masse. C'est une boucle de rétroaction infinie. Donc, concrètement, si, disons, on ampute un orbium, on efface mathématiquement un quart de son corps alors qu'il est en train de bouger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de cracher, la boucle de rétroaction force les valeurs qui restent à combler le vide. Elles se réorganisent instantanément pour retrouver leur configuration d'énergie optimale. C'est incroyable! C'est de la plasticité phénotypique pure. Et ça leur permet pas seulement de guérir, mais d'avoir des interactions de dingue quand elles se rencontrent. Ah oui, les collisions. C'est presque de la physique des particules à ce niveau. Quand deux orbiums se foncent dedans, l'issue dépend d'angles hyper subtils. Parfois, ils rebondissent l'un sur l'autre de manière élastique. Parfois, ils s'annihilent, ils explosent en petites variables. Et le meilleur scénario, parfois, ils fusionnent. Ils créent une structure macroscopique totalement nouvelle et stable. Le synorbium. Voir un simple code recréer des trucs comme la cicatrisation tissulaire ou la fusion cellulaire, ça oblige vraiment à voir l'ENIA comme un labo d'évolution théorique. Complètement. Parce que ces lois mathématiques, elles rejouent spontanément des épisodes majeurs de notre propre histoire terrestre. Ouais, le parallèle avec l'explosion cambrienne est bluffant. Sur Terre, il y a environ 542 millions d'années, la vie marine a soudainement adopté la symétrie bilatérale de façon massive. Parce que mécaniquement, l'asymétrie avant-arrière combinée à la symétrie gauche-droite, c'est juste l'architecture parfaite pour aller vite tout droit. C'était la course aux armements. Il fallait fuir les premiers prédateurs ou chasser plus efficacement. Et ce qui est fou dans l'ENIA, c'est que sans aucune instruction préprogrammée, la même loi universelle s'applique. C'est l'évolution convergente poussée à l'extrême. Le support matériel n'a plus d'importance. La Terre en carbone et l'ordinateur en silicium ont résolu le problème de la vitesse exactement de la même façon. C'est vertigineux. Mais l'ENIA va encore plus loin. L'étude montre aussi des dynamiques évolutives chaotiques, comme la métamorphose spontanée. Sur Terre, ça prend des millénaires pour qu'une morphologie change. Dans l'ENIA, c'est instantané. Ouais, dans certaines zones de la carte Mu-Sigma, une créature stable peut soudainement subir des fluctuations violentes. Elle change radicalement de forme, d'allure, de comportement. Et c'est régi par des probabilités pures, des chaînes de Markov, mathématiquement parlant, qui dictent ces transitions d'une seconde à l'autre. Elle peut même redevenir ce qu'elle était avant. C'est fascinant à voir. Mais philosophiquement, ça pose un gros problème. Ah, le cauchemar du biologiste. Si une entité change d'espèce sous nos yeux en temps réel, comment on la classe? Est-ce qu'il y a une essence, une orbiumité cachée derrière les pixels? Ou est-ce que l'identité de l'organisme, c'est juste une illusion statistique? C'est la transposition parfaite du problème de l'espèce, une énorme controverse en biologie terrestre. Définir une espèce, c'est un enfer. Est-ce qu'on se base sur l'apparence, sur l'ADN, sur la niche écologique? Surtout quand on a des hybrides ou des mutations constantes. La frontière entre deux espèces sur Terre, elle est hyper poreuse en réalité. L'ENIA prouve que ce flou, c'est pas un bug de la nature. C'est une caractéristique inhérente à n'importe quel système dynamique, continu et complexe. Quand on essaye de classer ces créatures, on plaque une grille humaine rigide sur un phénomène fondamentalement fluide. C'est une belle leçon d'humilité. Ce que Bertrand Chak-Chan a démontré, c'est que les attributs qu'on pensait exclusifs à la matière organique, l'homéostasie, la résilience, la locomotion directionnelle, c'est en fait universel. Ouais. Ces comportements émergent naturellement dès qu'un système fluide est maintenu hors de l'équilibre thermodynamique, dans cette fameuse rivière des paramètres. Quand on regarde le chemin parcouru depuis les petites cases noires et blanches du jeu de la vie, il a suffi d'assouplir une poignée de règles mathématiques, de passer au nombre réel, pour créer un tissu continu foisonnant de vie. L'ordinateur froid s'est transformé en matrice génératrice. Ça redéfinit notre vision intime du vivant. Finalement, la vie, c'est peut-être pas une question de substance, qu'on soit fait de carbone ou d'eau liquide, mais plutôt de processus et d'interaction. Le support importe moins que les équations qui le traversent. C'est une conclusion magistrale. Et c'est le point clé pour terminer notre plongée dans les données de l'ENIA, révèle un dernier détail.
un obstacle majeur. Le fameux chaînon manquant? Voilà. Malgré tous ces succès, la morphogénèse, la motilité, la guérison, cet univers bute sur une limite biologique cruciale, l'autoréplication autonome. Ouais, Chant l'admet lui-même dans l'étude. Dans toutes les configurations étudiées jusqu'à la publication, aucune créature n'a réussi à se diviser toute seule pour créer une progéniture viable et identique. Pas sans intervention externe en tout cas. C'est la frontière ultime, quoi. L'étape finale vers une authentique jeunesse artificielle. Et ça nous laisse avec une pensée pour le moins vertigineuse pour clore cette analyse. Je sens que ça va être existentiel. Sors ses mains. Imaginez si la recherche finit par trouver la bonne configuration de paramètres. Le jour où un orbium entame une mitose parfaite sous nos yeux, qu'il se dédouble et que ses enfants font pareil. La ligne aura-t-elle été définitivement franchie? C'est la grande question. Si ces équations commencent à se reproduire, à évoluer par descendance, à coloniser cet espace continu, est-ce qu'on pourra encore dire que c'est juste une simulation? Ou serons-nous forcés d'admettre qu'on a créé une véritable forme de vie extraterrestre, dont l'habitat naturel est l'architecture de silicium de nos propres ordinateurs? C'est une réflexion fascinante à garder en tête la prochaine fois que vous regarderez votre écran. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour creuser un nouveau mystère.